Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Donc je me présente, Maël Iguinen, je suis consultant en product design. Et comme le disait Joseph juste avant, en fait, moi je vais vous parler un petit peu de l'approche produit. Et pour ça, je vais vous présenter rapidement mon parcours et ce qui m'a amené à entrer dans cette démarche sur les 3 dernières années, du coup, où j'ai lancé mon activité. Les débuts du freelance, ça remonte à 2008, où en fait j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur à ce moment-là, à la suite de mon premier stage en études supérieures. L'entreprise dans laquelle j'étais souhaitait faire appel de nouveau à mes services et bah, forcément, il fallait pouvoir facturer et être à même d'avoir un numéro de SIRET. Donc, j'ai lancé la petite procédure en ligne comme beaucoup peut-être d'entre vous l'ont fait. Et c'est ce qui a mis le pied à l'étrier en fait, à la machine, de se dire bah, voilà, comment est-ce qu'en tant qu'étudiant, on entretient une activité professionnelle à côté, on entretient un réseau de clients, de professionnels, euh, surtout à l'issue de stages ou d'entretien en fin de compte. Et tout de suite d'avoir cette dimension où chaque personne rencontrée est un potentiel partenaire ou potentiel client, ou en tout cas un lien professionnel important à conserver. Suite à ça, je suis resté dans cette dimension très entrepreneuriale où je voulais absolument bosser pour moi, faire mon entreprise, être dans cette aventure. Et en fin de compte, à l'issue de mes études, je me suis orienté plutôt vers l'agence, parce que j'ai fait des études de gestion de projet et de design graphique. Et pour moi, le passage à l'agence, c'était un petit peu un moyen de voir tous les métiers de la communication, graphique, digital, tech, web, social media et communication, au même endroit, assez concentré. Et donc c'était un peu l'épreuve du feu, de me dire voilà, je vais manger du projet, de la relation client et de voir comment ça se passe réellement dans le concret. Euh, et de faire un petit peu mes armes dans ce milieu-là. Donc le milieu de l'agence, pour certains qui le connaissent, c'est une bonne ambiance, des gens très sympas, etc. Mais c'est quelque chose qui est resté pour moi, euh, qui m'a laissé un goût de pas fini. On vend du projet, mais on vend surtout une image, on vend de la communication. Mais moi qui ai une véritable appétence pour le fonctionnel, le design comme le produit, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, j'ai rapidement été assez déçu de mon expérience et des expériences avec les autres agences avec lesquelles j'ai pu travailler par la suite. Donc en 2016, je saute le pas et je me dis, bon, le statut d'entrepreneur, c'est bien beau, je le conserve, mais on va passer à l'étape suivante. Donc je quitte le salariat pour lancer mon activité. Donc en 2016, je crée ma société, KDRES, en me disant, j'ai depuis plein d'années des idées de produits dans tous les sens, des idées on en a tous, c'est bien beau tout ça, mais bon, c'est le moment de se lancer. Euh, Pourquoi une société plus que rester sur le statut d'auto-entreprise? Pour la simple et bonne raison qu'avec une société, on a un véritable statut. On a les mains dans sa comptabilité, on a les mains dans tout ce qui est statut juridique, et donc on est capable de vraiment voir comment fonctionne sa société, quelle relation on a avec elle en tant que fondateur et, euh, et président de sa société. Donc j'ai monté une SASU pour ça. Et donc du coup, on a tout de suite les mains dans le cambouis. C'est hyper intéressant de savoir comment ça fonctionne, tous les rouages et pourquoi est-ce qu'on paye à la fois ses charges et pourquoi ça coûte autant, mais en même temps, quel avantage ça a pour nous en tant qu'entrepreneur. Donc c'est quelques démarches, c'est un peu de frais, etc. Mais au bout de 3 ans, ça vaut vraiment le coup. On a une souplesse et une flexibilité, je trouve, grâce à une vraie structure de société qui est pas négligeable. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés sur le sujet, on pourra en parler plus longuement après. Le freelance indépendant type AE ou maison des artistes et autres versus société, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ces idées de projets et de produits. Et puis, quand il a fallu se lancer, en fait, la trésorerie est à zéro, donc il faut bien commencer par quelque chose. Et là, bizarrement, en fait, les premiers clients, c'est l'ancienne agence, c'est les partenaires, c'est les prestataires de l'agence. En fait, c'est tout le réseau de professionnels qui a été construit pendant ces années. Euh, et puis, en fin de compte, au bout de quelques années, on se rend compte que le projet, il est pas né. On a enchaîné les missions, on a enchaîné les petits projets pour les autres. Et puis ça marche bien, donc on continue, on se développe, etc. Donc voilà, comment lancer l'activité? En fait, on fait appel aux gens qu'on connaît. On les informe, on leur dit bah voilà, je me suis lancé, voilà ce que je fais. Donc moi j'étais à la base chef de projet fonctionnel, avec une appétence forte pour tout ce qui est design product, mais aussi UX. Euh, et puis le bouche à oreille fait son effet. Quel positionnement? Pardon. Quel positionnement, justement, c'est de se dire,
je suis à mon compte, je suis tout seul, je fais en fait ce qu'on me demande de faire. Donc je travaille sur des projets. Et vous verrez, ça a son importance pour la suite. Fin 2018, donc 2 ans après quasiment, on se rend compte qu'en fait, en l'espace de 2 ans, l'expérience accumulée, c'est beaucoup plus, et ça n'a rien à voir de 2 ans de salariat. Vous avez pu vous en rendre compte aussi probablement très rapidement. On fait une multitude de rencontres, on travaille sur énormément de projets, sur plein de secteurs d'activité ou des organisations différentes. Donc en fait, l'expérience explose assez vite. On se rend compte, comme le disait très bien Joseph, qu'en fait, le TJ qu'on demande n'est pas du tout adapté, ou en tout cas le prix qu'on propose pour nos missions n'est pas du tout adapté au marché, voire aux clients qu'on atteint. Et donc au bout de 2 ans, en fin de compte, mon activité, j'aurais pas pu la soutenir en tant qu'auto-entrepreneur, ça je me rends compte aussi a posteriori, d'où l'intérêt d'avoir monté une société. Et pour autant, mon objectif c'était de dire je reste seul dans une dimension qui est gérable tout seul. Je ne veux pas me retrouver à travailler 365 jours par an, c'est pas le but. Même si les missions sont là, etc. C'est pas comme ça que j'envisage les choses. Et moi, je suis freelance et indépendant pour mon indépendance et entre guillemets ma liberté. Et pendant ces 2 ans, je m'aperçois en fin de compte que des petits clients ou des partenaires de l'agence, des gens avec qui j'ai travaillé, en fin de compte, de plus en plus d'annonceurs ou de grands comptes se sont rajoutés et qu'en fin de compte, ces gens ou ces clients qui paraissaient inaccessibles quelques années auparavant, en fin de compte, le deviennent par le réseau, par l'expertise et de nouveau ce bouche à oreille. Mais après, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve dans une situation où j'ai deux opportunités. La première, c'est de m'associer sur un projet de produit, un projet de plateforme. Et la seconde, c'est un ancien collègue qui quitte son job et qui ne veut pas se mettre en indépendant, mais qui cherche du coup une opportunité de salarié et qui est développeur. Je réfléchis pas très longtemps, peut-être pas assez en tout cas, mais je me dis c'est l'occasion, on essaye. Et donc je me retrouve à embaucher quelqu'un. Et là, c'est une autre histoire. Joseph en parlait un petit peu auparavant, c'est de se dire, travailler tout seul, c'est une chose, travailler à deux et avec quelqu'un qu'on doit gérer, qu'on doit manager, c'est complètement différent. Très rapidement, en fin de compte, pourquoi je l'ai fait ? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est un apport en compétences énorme. Un développeur dans une société, c'est quelque chose qui est très recherché. C'est des compétences que plein d'annonceurs, plein d'entreprises recherchent. Et moi, je le voyais comme aussi une compétence en interne pour moi me faire évoluer en tant que product designer, pour avoir une personne côté tech avec qui échanger, avec qui rester en veille constante sur la partie technique et développement. Et éventuellement quelqu'un qui pourrait m'accompagner sur des missions, en plus de simplement sa compétence de développeur, puisqu'il est réellement développeur et pas consultant. Mais c'est quelque chose qui pouvait émerger par la suite. Financièrement, c'était un échange intéressant, puisque à force de faire appel à des développeurs en freelance, ça a un coût aussi. Alors certes, on les paye pour des missions sur un temps donné ou sur un projet donné, mais au final, ils coûtent plus cher à terme qu'un salarié. Et ça, on me l'avait dit et je l'ai vécu, c'est une vraie galère administrative. C'est-à-dire qu'embaucher un salarié, c'est autant de contraintes et aussi emmerdant que d'en embaucher 10. Donc quitte à choisir, attendez plutôt d'en embaucher 10. Ce sera mon conseil de ce soir. Et je vous le souhaite si c'est votre choix. Mais du coup, moi, c'était pas du tout ma perspective en fin de compte. Et un petit peu comme Joseph, moi travailler tout seul ça me convient, et non pas travailler tout seul dans mon coin, travailler avec d'autres personnes, avec un collectif, avec un réseau, avec des collaborateurs, évidemment c'est hyper important. Mais la relation salarié à employeur n'est pas ce que je souhaite. Par contre, avoir un partenaire, éventuellement, mais c'est pas le rôle dans lequel la personne s'était mise et ce qu'elle souhaitait faire. Donc la relation s'est terminée il y a quelques mois, très bon terme, et pour de bonnes raisons, mais ça a nécessité aussi une petite remise en question. C'est en fin de compte, ma société, pourquoi je l'ai montée, quel est le projet et qu'est-ce que je veux en faire. Le problème que j'ai rencontré, en fait, c'est que d'avoir un développeur, c'est bien, mais les projets sur les missions sur lesquelles je travaille ou sur lesquelles je peux ou veux travailler ne sont pas du tout celles sur lesquelles je peux le faire travailler lui. Quand je rentre dans une mission pour faire du product design ou du conseil en stratégie produit chez Accor, par exemple, via Acrem ou d'autres sociétés, j'embarque pas mon développeur avec moi. Je dis non, c'est pas péjoratif. Mais il peut pas venir bosser avec moi. Le projet est trop costaud, il y a déjà une équipe probablement de plusieurs développeurs, etc. Il peut pas travailler avec moi. Par contre, si je récupère un site vitrine, une optimisation, etc., là, il va pouvoir. Mais c'est pas les missions sur lesquelles je travaille.
Donc en fait, on se retrouve à avoir une grosse problématique justement d'inbound, en fait, de flux rentrant, où en fait, il faudra presque avoir 2 apports d'affaires différents pour 2 profils. Et ça colle pas du tout en fait. Malheureusement, je me rends compte pendant, euh, mais c'est comme ça. Donc, il a fallu faire le bon choix rapidement. Et je me rends compte surtout qu'il y a un problème de modèle et de positionnement. En fait, j'ai beau avoir créé une société, il y a quelque chose d'assez schizophrénique là-dedans, c'est que j'ai jamais communiqué sur ma société. J'ai toujours communiqué en mon nom. Je suis freelance, je suis indépendant, donc c'est Maël Liguinen, product designer. Or, la société, le jour où il y a un employé, il faut communiquer dessus, parce que c'est plus juste du product design. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on a comme offre, qu'est-ce qu'on package, qu'est-ce qu'on vend en fin de compte. Et là, c'est compliqué parce que du coup, le bouche-à-oreille fonctionne plus. Parce que c'est pas ce qu'il a l'habitude d'entendre et c'est pas ce sur quoi il est alerte. Mais il m'appelle, il me dit j'ai une mission en UX. Ah, mais pas en dev. Du coup, grosse remise en question. Qu'est-ce que je veux en fin de compte? Est-ce que je veux rester indépendant et communiquer en mon nom, ou est-ce que j'ai besoin de cette entité pour véhiculer une autre image, véhiculer d'autres offres, etc. Et ça, c'est quelque chose à la fois d'hyper important et qui parfois va toucher des choses très personnelles. Certains diront bah oui, en fait, moi j'ai monté une société, j'ai aucun problème avec ça, je communique dessus et très bien. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait en amont de ce projet. C'est pas celui que j'ai choisi de faire par la suite non plus. Et donc, comme je vous le disais, la différence entre mes projets et missions est celle pour laquelle le développeur peut travailler. Tout ça nous amène à un point hyper important qui est la différence entre le modèle agent studio versus indépendant. C'est pour ça que j'ai fait le point au tout début de ma présentation sur mon parcours en agence. Quand on est indépendant, ce qu'on vend la plupart du temps, c'est justement son temps. Et du temps, c'est précieux puisque une fois qu'il est passé, il est perdu. Les différents principes qu'a exposé Joseph sur justement comment développer et optimiser son temps sont hyper importants. Et quand on est sur des modèles d'agence ou de studio, en fin de compte, ce qu'on vend, au-delà du temps des gens pour qui on travaille, c'est quand même une idée de projet. On a souvent, on va un petit peu plus loin en fin de compte. Mais quand on est indépendant et qu'on reste sur ce même modèle et qu'on vend simplement son temps, on est très vite limité. Soit parce qu'en fin de compte, on est obligé de réduire son temps effectif de travail parce qu'il faut rester formé, il faut continuer de faire du commercial, entretenir son réseau, voir ses clients. Et c'est du temps qui n'est pas toujours couvert par les devis. Donc c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte, c'est que le modèle qu'on dit agence ou studio, et encore je distingue bien les deux, pour moi une agence c'est vraiment plutôt une agence de communication, même si c'est communication digitale, versus soit un studio, parce que c'est des gens qui vont véhiculer une image, ils vont se positionner sur un marché, ils vont véhiculer quelque chose d'assez fort, parfois très tangible, parfois beaucoup moins. Là où en indépendant, en fait, bien souvent, ce qu'on lui demande, c'est d'être productif. Il va venir sur une mission ou sur un projet pour apporter une force d'exécution supplémentaire ou unique, mais importante à un moment T, parce qu'il y a une expertise très forte, etc. Mais bien souvent, elle n'est pas bien exprimée, elle n'est pas forcément packagée comme le pourrait être dans une agence ou dans un studio, et pour autant, elle est vendue de la même manière, c'est-à-dire sur son temps. Et c'est là où je pense qu'il y a un véritable changement à apporter dans tout ça, c'est de se dire, en fin de compte, si on voyait son activité d'indépendant, non pas comme une activité basée sur son temps, mais basée justement comme un produit. Et de se dire, c'est certains points que tu as abordés juste avant Joseph, c'est comment standardiser et maximiser un maximum certains de ces process, non pas simplement juste pour gagner que du temps, mais aussi pour être capable de mieux vendre et de développer son activité. Donc pourquoi faire du produit? Et encore, je dis faire du produit, mais c'est vraiment comment productiser en fin de compte son activité. Dans un premier temps, pour en fait industrialiser ces process, c'est sa méthodologie. Et industrialiser, c'est pas moche comme terme. C'est simplement pour se dire comment est-ce qu'on arrive à cette étape où j'ai pris suffisamment de recul et en même temps j'ai une connaissance suffisamment micro de mon activité pour être capable d'aller ajuster des tout petits leviers, mais qui me font gagner justement soit beaucoup de temps, soit qui me permettent de mutualiser des activités que je fais pour certains de mes clients sur beaucoup plus d'autres clients que j'ai ou que je souhaite avoir. Les avantages de faire du produit, pour moi, c'est avant tout augmenter son expertise. Et c'est là un point hyper important, c'est qu'en fin de compte, on va être obligé de rentrer tellement dans les besoins de ses clients, d'en rencontrer un grand nombre, déjà clients ou des prospects même, pour savoir exactement s'ils sont dans le cas de figure de notre activité. Est-ce que réellement j'opère au bon endroit, au bon moment pour ce client-là? Rationaliser ses process, c'est un point que expliquait Joseph aussi précédemment, c'est comment est-ce que par exemple sur une phase d'audit,
Moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Je rencontre un client ou je reçois un brief. C'est quel est le besoin, quel est le périmètre, quel est le projet, quelle est la plateforme. Toutes ces questions-là, on se les pose et une fois qu'on les a juste posées, on commence à creuser. Pourquoi le projet est fait comme ça? Quelle est l'organisation derrière? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de designer dans votre équipe? Ou pourquoi vous n'en avez qu'un? Pourquoi vous n'avez pas de développeur? Pourquoi vous faites du remote? Enfin, c'est vraiment d'avoir une cartographie à la fois de l'entreprise, à la fois du projet, de l'organisation. Et c'est quelque chose que on peut très rapidement arriver à processer, soit par un questionnaire, soit par un rapide échange, etc. Et ça permet à la fois de qualifier son projet, mais aussi de qualifier son travail. Et en fait, c'est là où j'insiste énormément, c'est en fait, si on voit ça comme quelque chose de... alors, il ne faut pas l'uniformiser pour le dénaturer, mais d'être capable de justement rapidement rationaliser ce qu'on fait, ça va être un énorme gain pour la suite. Les inconvénients, comme le disait Joseph également, c'est que ça demande beaucoup de temps. Être capable de créer un produit, c'est prendre du recul sur chacune des étapes de son travail, chacun des échanges qu'on a avec ses clients, voire avec tous ses clients, revenir sur les projets, et c'est quelque chose d'assez coûteux. Donc on verra comment est-ce qu'on peut faire. Et ça nécessite une excellente connaissance de sa cible. Et quand je dis sa cible, c'est vraiment le client phare qu'on souhaite entretenir et continuer de développer. C'est pas le projet un peu opportuniste qu'on a eu ou le contact qu'on récupère parce que le projet est sympa ou la marque est cool. C'est vraiment à quel moment j'interviens le mieux, pour quel type de société, avec quel interlocuteur je suis capable de rapidement signer ou convaincre. Et tout ça, en fait, c'est des détails. Mais quand on se rend compte au bout de quelques mois, quelques années d'activité en tant qu'indépendant, c'est des choses, en fait, on a les réponses. On se prend une demi-journée, on se prend une journée complète pour réfléchir, poser ça, refaire la liste de ses clients, refaire la liste de ses projets, voir les similarités d'un projet à l'autre. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ce projet-là? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans celui-ci? Il y a des liens, il y a des rapports. Tiens, l'organisation était similaire. À un moment donné, j'étais pas en lien avec le décideur final. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que j'ai détecté? Et en fin de compte, quand on reconstruit tout ça, on se dit, OK, en fait, il y a des choses que je peux détecter très en amont, anticiper, et voire même en fait, qui me permettent réellement d'apporter plus de valeur au projet très rapidement. Et donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette phase de prendre le recul à un instant T sur son projet, son activité, permet de très vite, non pas créer un produit, mais en tout cas productiser son activité, c'est-à-dire vraiment être capable de l'industrialiser. Comment procéder? Pour ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, en fin de compte, c'est de documenter son travail et ses projets. Ça paraît très bête, mais si on commence à le faire au tout début du projet, ça va beaucoup mieux. Vous pouvez le faire a posteriori des projets, c'est ce que j'ai commencé à faire sur les projets de début d'activité, mais simplement à l'aide d'un petit carnet qu'on a préparé ou d'une fiche qu'on crée un template, en fin de compte, de la même manière qu'on aurait fait on est censé faire pour son rapport de stage ou pour des choses comme ça, un carnet de bord en fin de compte de son projet. C'est-à-dire de définir en amont sur chaque projet comment est-ce que je vais, quels sont les critères sur lesquels je vais pouvoir évaluer ce projet, comment je vais pouvoir le noter dans le temps. Et en fait, le faire pendant, c'est un gain de temps pour la suite et ça permet tout de suite de prendre du recul. Entre deux réunions, quand vous faites un compte-rendu, quand vous envoyez un questionnaire à votre client sur votre produit, etc., tout de suite, en fait, vous avez le recul de vous dire OK, en fait, là, ça, je me souviens, il s'est passé la même chose sur ce projet avec ce client. On est à peu près dans le même cas de figure. Voyons comment est-ce qu'on peut faire. Et c'est hyper important. Ça permet aussi une autre chose, ça facilite la création du book et du portfolio. Combien d'entre vous ont vraiment un book ou un portfolio qui sont capables de présenter, et je ne parle pas juste de présenter une image du projet, mais un vrai use case de projet. Donc, vous voyez, il y a du boulot. Et quand on a envie de s'y mettre, on se dit, bah, tiens, finalement, j'ai peut-être une lessive à faire. Donc, alors que si en fait on commence ce processus dès l'amorce du projet, au premier rendez-vous, au premier échange, en fait, ça facilite énormément les choses et surtout ça permet de guider. On garde du lien entre l'objectif du début, j'ai été embauché pour ça, voilà pourquoi est-ce qu'on m'a contacté, et on sent que ça dérive un peu ou pas, mais en fait ça permet vraiment de garder l'objectif en tête. Donc ça c'est vraiment le conseil principal, c'est de documenter et de vous faire un carnet de bord pour vos projets. Et ensuite, c'est de solliciter son réseau. Pour deux raisons. Solliciter son réseau, ça veut dire ses anciens clients. Donc, comme je vous le disais, c'est de retourner les voir, leur demander à la fois des recommandations, mais aussi de tester votre process.
c'est de retourner vers eux, de leur proposer un café, de leur dire bah, tenez, tiens, sur le projet, je me suis souvenu de ça, de ceci, de ça, et voilà ce que j'ai mis en place pour les nouveaux projets. Ça a deux intérêts. Vous, vous créez une opportunité de rencontrer de nouveau un client que vous n'avez peut-être pas vu depuis un moment. Vous lui rappelez l'expérience sûrement très positive d'avoir collaboré avec vous. Et en plus, potentiellement, comme vous lui présentez une nouvelle offre, en tout cas une nouvelle approche que vous avez, en fait, peut-être que vous allez créer de nouveau un besoin chez lui. Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est trop rare, en fin de compte, d'arriver comme ça avec un, un- un besoin que la personne en face de vous peut vous rendre, enfin un service qu'elle peut vous rendre, et qu'en fin de compte, vous allez créer un besoin chez elle aussi. Et pour le coup, ça fonctionne très bien. Donc voilà sur la démarche produit que j'ai mis en place. Alors c'est très récent puisque j'ai été contacté cet été pour ce meet-up et c'était en cours de réflexion. Donc si jamais vous attendiez à ce que je vous parle justement de livres, de choses comme ça, c'est pas le cas. Moi c'est vraiment sur l'approche produit. C'est mon métier en fait. C'est ce qui m'a fait réaliser ça. Quand j'en ai parlé à Alexandre pour le meet-up, le fait de partager ça avec lui, en fait je me suis dit mais mon métier c'est de faire des produits pour les gens. Et en fait, il faut que je sois capable de le faire pour moi. Quand on est développeur, quand on est designer, etc., bien souvent, en fait, c'est la fameuse euh, le cordonnier le plus mal chaussé, mais en fait, c'est ça. On passe trop souvent peu de temps sur notre activité, alors qu'en fait, en tant qu'indépendant, c'est crucial. C'est crucial parce que le temps, on ne l'a pas forcément tout le temps. Si demain il nous arrive un petit pépin, une petite guerre de santé, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir un pipe de commandes qui tombe, ni même d'avoir une inactivité totale et de ne plus avoir de revenus. Et pour moi, cette approche produit dans son activité de freelance est une solution pour pallier à ça, comme celle qu'on a vue précédemment et celle qu'on verra ensuite. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos réflexions, ou en tout cas à quelques interrogations que vous aviez pu avoir sur le produit en tant qu'indépendant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.